Il existe de nombreuses reines africaines qui ont marqué l'histoire, mais voici 5 des plus emblématiques. 5. Reine Amina, Nigeria, XVIe siècle. Amina de Zazzau est l'une des plus grandes figures féminines de l'histoire précoloniale de l'Afrique de l'Ouest. Née vers le XVIIe siècle, elle est issue de la dynastie royale de Zazzau, actuelle Zaria, au Nigeria, un des 7 États du peuple Haoussa. Dès son plus jeune âge, elle se distingue par son intelligence, son courage et son aptitude aux arts militaires, un domaine alors réservé aux hommes. Contrairement aux autres princesses de son époque, Amina refuse un rôle traditionnel et s'implique activement dans les affaires militaires du royaume. Elle reçoit une formation guerrière rigoureuse et participe aux campagnes de conquête menées par son père, le roi Nikatao. À la mort de son père, son frère Karama monte sur le trône, tandis qu'Amina continue d'accroître son influence au sein de l'armée. Lorsque son frère meurt en 1566, elle devient reine de Zazzau et prend rapidement le contrôle total du royaume. Son accession au pouvoir marque le début d'une ère de grande conquête. Grâce à ses talents militaires et stratégiques, elle étend le territoire de Zazzau bien au-delà de ses frontières, soumettant plusieurs cités-États Haoussa et consolidant un vaste empire. Sa domination s'étend jusqu'aux régions du Niger et du Tchad, faisant d'elle l'une des souveraines les plus puissantes de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Amina est non seulement une guerrière, mais aussi une bâtisseuse. Elle ordonne la construction de fortifications autour des villes conquises, assurant ainsi leur protection contre les invasions extérieures. Ces murailles, connues sous le nom de Ganuwar Amina, murailles d'Amina, sont encore visibles aujourd'hui dans certaines parties du nord du Nigeria. Sous son règne, elle encourage également le commerce à grande échelle, facilitant les échanges entre les États Haoussa, le Soudan et le reste de l'Afrique de l'Ouest. Grâce à ces initiatives, Zazzau devient un centre économique florissant, attirant commerçants et artisans de diverses régions. Cependant, malgré sa puissance, Amina refuse de se marier et de partager son pouvoir avec un homme. Selon la légende, elle aurait pris plusieurs amants parmi les guerriers de son armée, mais les aurait exécutés après une seule nuit afin de préserver son autorité. Ce récit, bien que mythifié, renforce l'image d'une reine indépendante et intraitable, qui a choisi de se consacrer entièrement à la gloire de son royaume plutôt qu'à une vie familiale traditionnelle. Amina meurt vers la fin du XVIe siècle, après plus de 30 ans de règne. Son héritage perdure à travers les récits oraux Haoussa, qui la décrivent comme une reine invincible, une stratège hors pair et une pionnière du leadership féminin en Afrique. Aujourd'hui, elle est célébrée au Nigeria et au-delà comme un symbole de force, de courage et d'ambition, incarnant l'image d'une femme capable de rivaliser avec les plus grands conquérants de son époque. Ses exploits ont inspiré de nombreuses œuvres culturelles, et son nom reste gravé dans l'histoire comme celui d'une souveraine légendaire qui a changé le destin de l'Afrique de l'Ouest. 4. Reine Pokou, Côte d'Ivoire, 8e siècle. Reine fondatrice du peuple. Baoulé, Abla Pokou est une figure majeure de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Son histoire est marquée par un destin tragique, un exil forcé et un sacrifice légendaire qui a scellé l'identité de son peuple. Issue de la dynastie royale du royaume Ashanti, actuel Ghana, elle appartient à une lignée influente qui domine la région grâce à une puissante armée et un commerce florissant. Cependant, au début du XVIIIe siècle, des luttes de succession éclatent au sein de la cour royale, opposant les différents héritiers au trône. Contrainte de fuir avec ses partisans pour échapper aux persécutions, elle prend la tête d'un long exode vers l'ouest, cherchant une terre où son peuple pourrait vivre en paix. Le voyage est périlleux et semé d'embûches. Après avoir traversé des forêts denses et affronté de nombreux obstacles, Abla Pokou et ses partisans arrivent face à un grand fleuve infranchissable, identifié comme le Comoé. Les guerriers et les conseillers de la reine tentent de trouver une solution, mais le courant est trop fort et il n'existe aucun moyen apparent de traverser en toute sécurité. C'est alors qu'un devin déclare que pour obtenir la clémence des esprits du fleuve, un sacrifice humain est nécessaire. Selon la légende, Abla Pokou, malgré son chagrin immense, prend alors une décision déchirante.
Elle sacrifie son propre fils en le jetant dans les eaux tumultueuses. Peu après, le fleuve se calme, permettant à son peuple de traverser et de s'installer sur une nouvelle terre. Après cet épisode, Abla Pokou et ses fidèles s'établissent dans la région qui deviendra plus tard la Côte d'Ivoire, où elle fonde le peuple baoulé. Ce nom vient du mot Boli, qui signifie en langue locale « l'enfant est mort », en mémoire du sacrifice de son fils. Grâce à son leadership, elle structure son peuple, établit une nouvelle organisation politique et favorise l'essor de l'agriculture et du commerce. Elle impose également une autorité forte, veillant à ce que les traditions et la cohésion sociale soient préservées, permettant ainsi au peuple baoulé de prospérer et de s'imposer comme une force majeure dans l'histoire précoloniale de la Côte d'Ivoire. La reine Pokou reste une figure légendaire, son histoire mêlant faits historiques et mythologie. Son sacrifice symbolise la dévotion et le devoir d'un leader envers son peuple, faisant d'elle une héroïne immortelle dans la mémoire collective ivoirienne. Aujourd'hui, son héritage est encore présent à travers la culture baoulée, leur tradition royale et leur artisanat renommé. Son histoire inspire les générations modernes en Côte d'Ivoire et au-delà, illustrant le courage et la résilience d'une femme qui a tout sacrifié pour assurer la survie de son peuple. 3. Reine Nzinga, Angola, 7e siècle. Nzinga Mbande, reine du Ndongo et du Matamba, est l'une des plus grandes figures de la résistance africaine contre la colonisation portugaise. Née en 1583, elle grandit dans un royaume en crise, menacé par les Portugais qui cherchent à contrôler la région pour alimenter le commerce des esclaves. Formée aux arts de la guerre et à la diplomatie, elle se distingue très tôt par son intelligence et son habileté politique. En 1624, après la mort de son frère, elle accède au trône et prend les rênes du Ndongo, s'opposant immédiatement aux ambitions coloniales portugaises. Dès le début de son règne, Nzinga démontre un sens aigu de la diplomatie. En 1622, lors d'une rencontre avec les Portugais, elle refuse toute humiliation. Alors que les envoyés coloniaux tentent de la faire asseoir sur un simple tapis au sol, elle ordonne à une servante de se mettre à 4 pattes et s'assoit sur son dos, affirmant ainsi son autorité. Ce geste symbolique montre qu'elle ne se considère jamais comme une vassale des Portugais, mais comme une souveraine égale à n'importe quel dirigeant européen. Face à la pression militaire croissante, Nzinga adopte une stratégie de résistance. Comprenant qu'elle ne peut rivaliser directement avec la puissance de feu portugaise, elle met en place des tactiques de guérilla et s'allie avec des peuples voisins hostiles aux colons. Chassée du Ndongo en 1626, elle se réfugie dans le royaume de Matamba, qu'elle transforme en une forteresse militaire et un centre de commerce florissant. Elle accueille des esclaves en fuite, entraîne des guerriers et fait de Matamba une puissance incontournable de la région. En 1641, voyant une opportunité, elle s'allie avec les Hollandais qui cherchent à évincer les Portugais d'Angola. Grâce à cette alliance, elle lance une offensive audacieuse contre les forts portugais et récupère plusieurs territoires. Nzinga ne se contente pas du combat militaire. Elle sait que la diplomatie est essentielle à long terme. Après plusieurs décennies de guerre, elle engage des négociations avec les Portugais et signe en 1657 un traité de paix garantissant l'indépendance de Matamba. Elle consacre les dernières années de sa vie à renforcer son royaume, à développer l'économie et à consolider son autorité. Nzinga meurt en 1663, après près de 40 ans de règne, laissant derrière elle un héritage durable. Aujourd'hui, Nzinga est célébrée comme un symbole de résistance, de stratégie et de leadership féminin en Angola et à travers l'Afrique. Son intelligence politique et son courage en font l'une des plus grandes reines guerrières de l'histoire africaine, et son nom continue d'inspirer la lutte pour l'indépendance et la souveraineté du continent. 2. Reine Amanisha Keto, Nubie Kush, hier siècle avant Jésus. Amanisha Keto fut l'une des plus grandes reines guerrières du royaume de Kush, un empire puissant qui s'étendait sur l'actuel Soudan et qui rivalisait avec l'Égypte. Elle appartient à la lignée des Kandakès,
des reines-mères qui régnaient sur Couche avec une autorité absolue, souvent en tant que souveraines uniques ou corrégeantes aux côtés de rois. Son règne, situé entre la fin du Ier siècle avant José et le début du Ier siècle après José, est marqué par une expansion territoriale, une prospérité économique et une résistance farouche contre l'Empire romain. À cette époque, Rome, après avoir annexé l'Égypte sous le règne de l'empereur Auguste, cherche à imposer son influence sur Couche, mais Amanichaketo s'oppose fermement à cette domination étrangère. Lorsque les Romains avancent dans la vallée du Nil et tentent de prendre le contrôle des territoires couchites, Amanichaketo mobilise son armée et mène personnellement des expéditions militaires contre eux. Les sources historiques rapportent qu'elle aurait dirigé une attaque audacieuse contre Syène, actuelle Assouan en Égypte, une garnison romaine bien fortifiée. Ses forces réussissent à infliger des pertes importantes aux troupes romaines, capturant plusieurs soldats et ramenant du butin aux Couches. Cet exploit est remarquable, car il prouve que l'armée couchite était capable de tenir tête à l'une des puissantes armées de l'Antiquité. Face à cette menace inattendue, Rome riposte et envoie une expédition punitive sous le commandement du préfet d'Égypte, Publius Petronius, qui parvient à avancer jusqu'à la capitale couchite, Napata. Cependant, Amanichaketo, véritable stratège militaire, ne se laisse pas écraser. Elle adopte une tactique de résistance mobile, harcelant les Romains avec des embuscades et des raids, ce qui complique leur progression. Elle sait que Rome, bien que militairement supérieure, ne peut pas s'enliser dans une guerre prolongée dans une région aussi hostile. Finalement, en 21 avant José, un traité de paix est signé entre Couche et Rome, mettant fin aux hostilités. Ce traité est exceptionnel car, contrairement aux nombreuses annexions effectuées par Rome à cette époque, il garantit à Couche une autonomie totale et le retrait des troupes romaines de ses terres. Cette victoire diplomatique témoigne de la force politique et militaire d'Amanichaketo, qui parvient à préserver l'indépendance de son royaume face à l'une des plus grandes puissances de l'histoire. En plus d'être une reine guerrière, Amanichaketo est aussi une grande bâtisseuse et mécène. Elle fait ériger plusieurs temples et pyramides dans la région de Méroé, la nouvelle capitale du royaume, et laisse derrière elle une série de trésors d'orfèvrerie d'une finesse exceptionnelle, retrouvés dans sa tombe. Ces bijoux en or massif témoignent de la richesse et du raffinement de son règne. Son nom est gravé sur des stèles et des inscriptions qui prouvent l'influence qu'elle a exercée sur son peuple et sur ses voisins. Aujourd'hui, Amanichaketo est célébrée comme l'une des plus grandes reines africaines de l'Antiquité, une femme de pouvoir, de guerre et de diplomatie. Son courage face à Rome, son habileté politique et son sens du leadership font d'elle une figure majeure de l'histoire africaine. Son héritage est encore visible à travers les ruines de Méroé, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, et à travers les nombreux artefacts découverts qui rappellent la splendeur de son règne. 1. Reine Ndaté Yala Mbodj, Sénégal, Xe siècle. Ndaté Yala Mbodj, dernière grande reine du Waalo, est une figure emblématique de la résistance sénégalaise face à la colonisation française. Fille du Brak Amar Fatim Borso Bodj, elle grandit dans un contexte de luttes incessantes entre les royaumes sénégalais et les puissances européennes qui convoitent les ressources de la région. Contrairement à de nombreux dirigeants africains de l'époque, elle comprend très tôt que la France ne cherche pas seulement à commercer, mais à dominer et annexer progressivement les royaumes locaux. Lorsqu'elle monte sur le trône, en 1846, après la mort de son frère, elle adopte une politique ferme contre les tentatives françaises d'expansion et s'impose comme une chef de guerre et diplomate redoutable. Dès le début de son règne, elle s'oppose avec vigueur à la présence française dans la vallée du fleuve Sénégal. Son acte de résistance le plus marquant a lieu en 1850, lorsqu'elle adresse une lettre ferme et sans équivoque au gouverneur français. Dans ce document historique, elle déclare catégoriquement qu'aucun Européen n'aura le droit de s'installer sur les terres du Waalo sans son consentement, et que toute tentative d'implantation sera considérée comme un acte d'hostilité. Elle condamne également l'exploitation des populations locales par les colons, dénonçant leur volonté de faire du Waalo
un territoire sous contrôle étranger. Cette lettre est un témoignage saisissant de son intelligence politique et de sa détermination à protéger l'indépendance de son peuple. Cependant, la France, sous l'impulsion du gouverneur Louis Faidherbe, ne compte pas se laisser impressionner. Faidherbe, voyant en elle une adversaire redoutable, décide d'accélérer son projet de conquête. En 1855, il lance une campagne militaire pour annexer le Waalo. Face à une armée mieux équipée et dotée d'une artillerie moderne, Ndate Yala organise une résistance acharnée avec ses troupes. Elle mobilise les guerriers du royaume et s'allie à d'autres chefs locaux pour tenter de repousser l'envahisseur. Malheureusement, après de violents combats, ses forces sont débordées par la puissance de feu des Français. La bataille décisive se solde par une défaite et elle est contrainte de fuir. Après la chute du Waalo, Ndate Yala Mbodj continue d'incarner l'esprit de résistance. Même en exil, elle refuse de se soumettre aux autorités coloniales et reste un symbole d'opposition. Son combat et son courage font d'elle une figure majeure de l'histoire sénégalaise et africaine. Aujourd'hui encore, son héritage perdure au Sénégal, où elle est célébrée comme une héroïne nationale, un modèle de leadership féminin et une source d'inspiration pour ceux qui luttent pour la liberté et l'autodétermination. Des rues, des écoles et des initiatives culturelles portent son nom, rappelant son rôle crucial dans la défense du Waalo et de l'Afrique face à la domination coloniale.